fait, je travaille sur une thématique de nanomédecine. Donc la nanomédecine, c'est l'application un peu des nanotechnologies et des nanosciences dans le domaine de la médecine. Et le but, c'est d'aller proposer aux patients des diagnostics plus précis et des traitements mieux adaptés grâce à des approches à base de nanoparticules qui peuvent être activables à distance. Donc c'est un domaine pluridisciplinaire où vont se mêler différents types de chercheurs, de médecins, de biologistes, des chimistes, des physiciens, des ingénieurs, etc. Ça fait longtemps que j'ai choisi de travailler sur des nanoparticules, donc moi j'ai fait des études de physique de la matière condensée, donc j'ai été amenée assez vite à travailler sur du magnétisme. Enfin, beaucoup de choses assez nouvelles en magnétisme venaient du fait qu'on allait faire des aimants à l'échelle nanométrique. Et après, c'était une époque où démarrait tout ce qui était application de ces nanoparticules magnétiques au vivant, à l'étude du vivant et des applications médicales. Et voilà, c'est pour ça, c'est un sujet qui est passionnant parce que, comme j'ai dit avant, il est interdisciplinaire, parce qu'il permet de toucher à beaucoup de domaines et qu'il y a beaucoup d'applications possibles et de problèmes fondamentaux aussi qui vont avec. Moi, je suis Florence Gazot, je suis directrice de recherche au CNRS. Le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique. Ça veut dire que je fais de la recherche à 100%. Donc, il y a d'autres statuts. Par exemple, on peut être professeur, enseignant-chercheur à l'université. Dans ce cas-là, on fait moitié enseignement, moitié recherche. Donc, c'est un peu le même métier, mais on fait aussi beaucoup d'enseignement. Pourquoi ? À partir de cellules germinales, on va avoir un embryon qui va se former. C'est partie des mystères de la vie. Pourquoi on a des doigts ? Pourquoi on a 5 doigts? Pourquoi on a un cœur? Pourquoi on a une dissymétrie? Pourquoi on a des membres? Et pourquoi certains animaux n'a pas les mêmes formes? Donc l'émergence des formes, ou la forme de nos vaisseaux sanguins, ou la forme de l'arbre pulmonaire, c'est des choses qu'on étudie au laboratoire. On essaye de comprendre d'un point de vue un peu physique qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a une auto-organisation de ces cellules. Alors, quand je dis auto-organisation, organisation, c'est que les cellules vont s'organiser pour conduire une forme. Et auto, c'est qu'elles le font spontanément. Alors, il y a plein de gens, surtout en biologie, qui vont vous dire il y a tel gène qu'on appelle un morphogène, c'est-à-dire un gène qui va déterminer la forme. Enfin bon, c'est un peu mystérieux de se dire qu'un gène va faire qu'on a telle forme. Donc en fait, c'est des concepts qui sont revisités par des physiciens et qui essayent de voir finalement, il n'y a pas un moment, simplement des lois de la physique qui vont faire que, au lieu que ça reste une surface plate, ça va faire un renflement qui va conduire, je ne sais pas, un bout d'intestin, etc. C'est pas seulement des chercheurs. Dans notre labo, on a 70 chercheurs et enseignants-chercheurs. Mais il y a aussi 16 ingénieurs techniciens. Donc ça, ce sont ce qu'on avait appelé du personnel plus technique qui vont venir en appui à la recherche et qui vont faire que les choses vont être possibles. C'est-à-dire, ça va être des électroniciens, des mécaniciens, des informaticiens, des biologistes, des chimistes qui vont aussi participer aux expériences et qui vont donner de leur savoir-faire. Je suis en train d'écrire un projet sur le traitement du cancer du pancréas. Et là, j'ai dû trouver des partenaires qui étaient spécialistes de modèles murins sur souris. D'autres, j'ai trouvé des radiologues, des cliniciens qui travaillent sur ce problème. Mais j'ai aussi trouvé des gens qui font de l'imagerie médicale, qui développent des différentes techniques. Et en fait, ça permet de rencontrer plein de gens
d'avoir un dialogue qui est vraiment riche, parce que finalement, un médecin, il n'a pas du tout la même vision des choses que nous dans notre laboratoire de physique. Je vais vous parler de ce que je fais, enfin une partie de ce qu'on fait. Alors, j'ai intitulé des nano-aimants pour manipuler le vivant. Alors, nano-aimant, alors aimant, vous savez ce que c'est. Nano, c'est à partir du moment où on parle d'un objet qui a une échelle très petite. Donc, nano, c'est 10 puissance moins 9. Donc, 1 milliardième, donc c'est 1 millième de micromètre. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir utiliser ces nano-aimants pour essayer de manipuler des cellules, par exemple, avec des champs magnétiques. Alors, il y a des organismes vivants, comme les pigeons, certains saumons, certaines bactéries, qui en fait ont des nanoparticules, qui sont capables eux-mêmes de synthétiser des nanoparticules magnétiques dans leur corps et qui vont s'en servir comme sens magnétique, par exemple, pour s'orienter dans la direction du champ magnétique terrestre ou pour être sensible à des variations du champ magnétique terrestre. Donc là, vous avez un bout de cellule et vous voyez que les nanoparticules que j'ai mises vont interagir avec la membrane des cellules. Et après, elles vont être internalisées par les cellules. La cellule commence à manger, à faire une invagination qui va internaliser à l'intérieur des cellules dans des compartiments, des petits organiques intracellulaires qui vont être bourrés de nanoparticules. Et au bout d'un certain temps, voilà la photo de microscopie électronique d'une cellule. Donc là, vous avez le noyau au milieu, vous avez la membrane qu'on appelle plasmique extérieure de la cellule, à l'échelle bonne, et vous avez des compartiments qui sont à l'intérieur de la cellule qui contiennent les particules magnétiques. Alors, ce qui est formidable, donc la cellule est capable de manger de manière constitutive ces nanoparticules. Les cellules tumorales étaient plus molles que certaines cellules saines. Alors, c'est particulièrement important, par exemple, pour comprendre comment vont se disséminer les métastases, par exemple. Mais c'est aussi important pour faire du diagnostic. 1 à 10 millions, ou même ça peut aller jusqu'à 100 millions de nano-aimants par cellule. Donc chaque cellule va manger littéralement plusieurs millions, voire des dizaines de millions de nanoparticules. Et ça, on étudie aussi comment la cellule est capable de dégrader ces nanoparticules. Alors, là, on va faire quelques expériences de médecine régénérative. Dans un embryon, au départ, on parle de cellules souches, d'accord? Qu'on appelle multipotentes, pluripotentes, parce qu'elles peuvent tout faire, d'accord? Et selon l'environnement et ce qu'elles vont trouver comme facteurs chimiques et physiques, elles vont se dire, eh ben, je dois aller vers telle ou telle différenciation, définition, comme vous l'avez dit. Une étape qui a été bien caractérisée, qui est que les cellules qui sont en souche, si elles veulent se transformer en cellules de cartilage, cellules de cartilage, c'est ce qu'on appelle des chondrocytes, et la formation de cartilage, ça s'appelle la chondrogénèse. Il faut, à un moment donné, que les cellules s'agrègent, d'accord, se compactent. Donc nous, on a eu l'idée de faire une compaction magnétique de ces cellules. Donc d'utiliser des aimants pour faire des petits amas de cellules. Donc ces petits points blancs que vous ne voyez pas encore parce qu'on ne voit rien là, ce sont des cellules endothéliales marquées magnétiquement. Et ce que vous allez voir, c'est que sous l'effet de l'aimant circulaire, elles vont toutes migrer, elles vont avoir un mouvement radial. Les points blancs, d'accord, c'est les nuits étoilées. Et les étoiles vont toutes se déplacer vers les bords. Et elles vont comme ça, donc les étoiles c'est les cellules, et elles vont toutes tapisser la lumière du tube. Les vecteurs qui contenaient le médicament et les particules magnétiques se sont accumulés grâce à ces forces magnétiques dans la tumeur qui portait l'aimant. Donc on peut accentuer l'accumulation de nanomédicaments dans une tumeur grâce à des forces externes. Et dans les médicaments, les chimiothérapies, elles ne vont pas
atteindre les cellules tumorales. Si elles n'atteignent pas les cellules tumorales, ben, elles n'ont pas d'effet. Et c'est ce qu'on appelle la résistance à certains traitements. Et en fait, on a montré que si on chauffait, même si on chauffait modérément, et même si ça ne faisait pas forcément régresser la tumeur, ça ramollissait la tumeur d'un point de vue physique. Voilà. Ça devient plus mou et ça devient plus permissif au traitement. Ça veut dire que les molécules thérapeutiques vont mieux pénétrer la tumeur et vont mieux faciliter l'accès des médicaments aux cellules tumorales directement. Sinon, elles restent bloquées dans les fibres qui sont dans la tumeur. Mais après, il faut doser de savoir si on veut. Après, il faut effectivement que ça n'affecte pas les tissus aux alentours.